Alerte enlèvement. Le podcast, enfin disponible. Un enfant a été enlevé. Pour l'instant ici, surtout l'inquiétude qui grandit d'heure en heure dans le quartier où je me trouve. N'agissez pas seul. Elles ont été retrouvées saines et sauves il y a un peu plus d'une heure. Alerte enlèvement. Le podcast. Votre mobilisation est essentielle. Ce soir, sur le divan d'Henri Chapier, Jacques Vergès, né le 5 mars 1925 au Siam, d'un père réunionnais et d'une mère vietnamienne, ce redoutable avocat, à la fois procureur et tribun politique, se définit lui-même comme un colonisé. Volontaire dans les forces françaises libres à 17 ans, il y décrochera une médaille pour sa bravoure. En 1945, il s'inscrit à la Sorbonne et adhère au Parti communiste français. Sa licence d'histoire le passionne moins que les premiers meetings anticolonialistes qu'il anime. Entre 50 et 54, on le retrouve à Prague, à la tête de l'Union internationale des étudiants. De retour en France, il lui faut moins de 2 ans pour être avocat au barreau de Paris. En 57, il plaide pour les militants du FLN à Alger et sauve la tête de Djamila Bouhired, qui deviendra son épouse. C'est à partir de ce procès que Jacques Vergès fait du scandale sa stratégie de défense. Pendant 30 ans, son itinéraire d'avocat révolutionnaire obéit à cette logique. Mais en 1987, tout bascule avec l'affaire Barbie. Devenu le défenseur d'un nazi, Jacques Vergès semble avoir trahi les siens, à moins qu'il n'ait administré à cette société française qu'il exècre un nouvel électrochoc. Vous êtes né d'un père réunionnais et d'une mère vietnamienne. C'est exact. Alors, vous êtes défini vous-même, un jour vous avez dit « je suis colonisé, je suis un colonisé ». Cependant, votre père, au départ, au moment de votre naissance, il était consul. C'est-à-dire que mon père appartient à une famille établie à La Réunion depuis des siècles, et où on se sent réunionnais, avec une citoyenneté française. Il était médecin, et il était responsable du consulat. Il n'appartenait pas à la carrière. Mais il a dû quitter, lorsqu'il a épousé ma mère, il a dû quitter le consulat. C'était quand même un rejet de la société coloniale de l'époque, qui supportait mal que votre père épouse une Vietnamienne, c'est-à-dire quelqu'un du lieu et pas une Française. Enfin, j'imagine que c'est un phénomène d'intolérance à l'époque. Oui, à l'âge de 3 ans, je ne pouvais pas me rendre compte, mais en vivant à La Réunion ensuite, dans mon enfance, je devais me rendre rapidement compte de ce qu'était une société coloniale, même dans une île comme La Réunion, qui était ce qu'on appelait à l'époque une vieille colonie, un reste du premier empire colonial. Comme dans mon enfance, j'ai eu l'occasion d'aller à Madagascar, de voir des tireurs de pousse-pousse, de voir comment ces tireurs de pousse-pousse, ce n'est pas l'usage d'une traction humaine qui me choquait, c'est le mépris que les Européens avaient quand ils s'installaient dans le pousse-pousse envers le tireur indigène, auquel on ne parlait pas. Pour le faire s'arrêter, on ne lui disait même pas de s'arrêter, mais on frappait un coup de pied sur le pousse-pousse, ce qui lui donnait un choc à l'épaule et l'amenait à s'arrêter. Je ne pouvais pas ne pas remarquer dans les milieux où j'étais reçu, par exemple à Madagascar, les conversations sur les indigènes, des conversations remplies d'un mépris qui est à peine imaginable. Mais alors justement, à partir de quel âge un enfant s'aperçoit de tous ces signes-là? C'est très tôt, j'imagine, non? Je crois que ces choses-là, on se rend compte, oui, très tôt. On se rend compte, d'abord on observe, sans porter de jugement encore. Mais le jugement arrive très vite, je pense que le jugement arrive vers l'âge de 7, 8, 9 ans. Et comment avez-vous été élevé? Est-ce que votre père a pu s'occuper de vous dès votre plus tendre enfance, ou est-ce que c'était plutôt votre mère? C'était différent. Ma mère est morte à peine nous étions arrivés à l'île de la Réunion.
Et mon père, à ce moment-là, est reparti, nous confiant à sa tante, qui n'était pas mariée. Et cette tante nous a élevés donc pendant les 2 ou 3 années où mon père était absent, pendant les 4 années. Et quand mon père est revenu, ben, évidemment, nous avions à nouveau un père présent et une vieille tante qui s'occupait de nous et qui jouait le rôle de la mère. Et à l'âge de 17 ans, vous êtes volontaire dans les forces françaises libres. C'est exact. Et donc, dès cette époque, je suis passionné par les combats qui sont menés ailleurs. C'est une île, c'est à la fois quelque chose qui est très circonscrit, mais qui n'est pas circonscrit par des montagnes, par des frontières naturelles, qui est circonscrit par la mer. Et la mer, je ne crois pas que ce soit une barrière, au contraire. Et je me rappelle de cette époque avoir beaucoup frémi aux histoires que mon père racontait sur la Révolution chinoise, ou bien sur les romans de Malraux qu'il lisait. Et d'avoir également, au moment de la guerre d'Espagne, suivi avec attention la bataille des Républicains. Ça peut sembler extraordinaire pour des enfants de 12 ans, mais je sais que je suis venu à Paris à ce moment-là. Mon père était en congé pendant 1 an. J'étais au lycée Louis-le-Grand. C'était en 1938. Je me rappelle, nous habitions dans le 14e, dans une petite rue, la Villa des Camélias. Et pour aller au lycée Louis-le-Grand, nous devions traverser, en sortant du métro Cluny, le grand couloir de la Sorbonne, où parfois nous devions traverser des bagarres à cette époque-là déjà entre étudiants. C'était la guerre d'Éthiopie, c'était l'Anschluss, c'était Munich. Quand je suis au PC français, mais en même temps, je milite parmi les organisations d'étudiants coloniaux. C'est une époque au quartier latin de bouillonnement, où tous les étudiants de tous les pays de ce qu'on prétendait être l'Union française constituent ou reconstituent des associations, et où, étant donné la situation générale, ces associations mènent surtout un combat politique. Nous avons créé entre nous un comité de liaison dont j'ai été un des animateurs. À cette époque, nous avons organisé beaucoup de démonstrations au quartier latin. Et c'est à la suite de cette action que je suis nommé, en 1950 à Prague, au congrès de l'Union internationale des étudiants, à laquelle adhèrent beaucoup de ces organisations d'étudiants coloniaux. Je suis nommé au bureau puis au secrétariat de l'Union internationale des étudiants. Et là, donc, je vais rester, avec de très longues absences, parce que je suis un voyageur itinérant à ce moment-là, je vais rester 4 ans avec un port d'attache à Prague. Et vous parlez de ces procès à Prague, c'est vrai que nous nous rendons compte aujourd'hui qu'ils ont été épouvantables. Je pense que dans 10 ans ou dans 15 ans, on pensera à certains procès d'aujourd'hui en France et on se rendra compte aussi qu'ils ont été épouvantables. Et que les donneurs de leçons humanistes d'aujourd'hui qui parlent de Prague sont les premiers à applaudir à l'injustice flagrante de certains procès. Bref, ces procès ont eu lieu et de toute évidence, ils ne m'ont pas touché. De toute évidence, ils ne m'ont pas touché parce que, pour moi, à cette époque, ce qui compte, c'est la fraternité combattante qui m'unit à des étudiants arabes ou à des étudiants du Vietnam. Et pour moi, la question principale, c'est la solidarité avec les Vietnamiens à ce moment-là. C'est cela que je vois d'abord. Vous allez toujours chercher l'expression la plus radicale, la plus révolutionnaire possible de rupture, de changement de société. Et ça sera Mao, ça sera votre enthousiasme. Je ne voudrais pas qu'on passe tout en revue parce que c'est une constante au fond chez vous. Finalement, c'est ça. Finalement, dès que c'est tiède, vous partez. Et peu importe que ce soit. Vous n'avez pas tort, vous n'avez pas tort. Mais les héros de mon adolescence sont Saint-Just, sont Robespierre. Je ne connaissais pas les tirades de Malesherbes, sauf 1 ou 2, mais je pourrais vous réciter les discours de Saint-Just. Jetons notre encre dans l'avenir, je méprise cette poussière qui me compose et qui vous parle. Et c'est vrai que je suis attiré par les solutions radicales, parce que les solutions de compromis sont toujours des solutions de compromis au profit du maître du jour. Et c'est la raison pour laquelle, en 1957, je quitte le PC. Je quitte le PC et c'est très clair, non pas à cause des événements de Budapest, je pourrais le dire.
Cela provoquerait des applaudissements dans certains milieux. Mais que le commerce avec les pays de l'Est ne laisse pas indifférent tout de même. Mais c'est en raison de la bataille d'Alger. Au moment de la bataille d'Alger, je suis avocat depuis 18 mois. Je suis premier secrétaire de la conférence. Je me rends à Alger pour des avocats de différents milieux français qui soutiennent conditionnellement la lutte des Algériens, ou plutôt qui soutiennent la défense des libertés démocratiques en Algérie, comme on dit. Et au retour de ce premier voyage, je dis à mes confrères, je ne retournerai plus en Algérie pour vous. Je pense qu'il faut aux Algériens un collectif d'avocats qui soit solidaire du lutte. Et c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, sur la pointe des pieds, je quitte le Parti communiste français. J'aimerais que vous me disiez si toute votre attitude ne vient pas d'un désir de règlement de compte avec la société, tout de même. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a en moi une très grande indignation contre certaines situations, mais il y a aussi dans cette lutte que je mène une très grande, un très grand bonheur. Je ne voulais pas dire satisfaction, c'est plus que cela. J'éprouve dans la lutte le sentiment de m'accomplir. Et en moi, il n'y a aucune haine. Et une chose m'est tout à fait étrangère, c'est la haine de l'adversaire et même la haine de l'ennemi. C'est une chose que je ne peux pas tolérer. Je ne peux pas tolérer le mépris de l'ennemi. Je ne peux pas tolérer l'acharnement sur le vaincu. C'est une chose qui m'apparaît comme ignoble. Cette stratégie nouvelle qui est la vôtre, c'est-à-dire la provocation et le scandale, la défense de Barbie a été jugée comme révélatrice de cette espèce de goût que vous avez du spectaculaire scandaleux. Je dis que il y a deux sortes de procès. Les procès où tout le monde est d'accord sur les principes. C'est le procès d'un voleur de lapin qui ne met pas en cause le droit de propriété, mais invoque des circonstances atténuantes. Et puis, il y a le procès des militants du FLN à l'époque. Ceux-là parlent un langage qui n'est plus celui des juges. C'est un procès de rupture. Chacun se réclame d'un ordre différent. Et il est évident qu'au procès Barbie, c'était un procès spectaculaire. Mais qui a organisé le spectacle? Ce n'était pas moi. Qui a fait venir Barbie en grande pompe? Ce n'était pas moi. Qui a fait passer à la télévision des films sur toutes les chaînes avant le procès? Ce n'était pas moi. En fait, la défense a été portée au procès Barbie par une opération de médiatisation organisée par les organisateurs du procès, apprentis sorciers à qui leur travail a échappé. Je voudrais vous demander pourquoi est-ce que tout le monde s'interroge sur votre disparition dans les années 70. Où étiez-vous pendant ces 8 ans? J'étais en moi-même, il est évident que je n'étais pas sur la Lune, que je n'étais pas sur la planète Mars. Quand on dit disparu, c'est une position un peu égocentrique. J'avais disparu aux yeux de ceux qui pensent que j'avais disparu, mais j'étais présent en d'autres lieux et présent devant d'autres regards, c'est évident. Maintenant, pourquoi je n'en parle pas? Parce que ça fait partie de ma vie et que je suis un homme secret. C'est encore une autre de mes caractéristiques. C'est ce qui fait dire aussi que vous avez des relations dangereuses, vous êtes un homme dangereux, vous avez parlé à Carlos, vous êtes branché, entre guillemets, sur tous les réseaux terroristes du monde. Bref, vous êtes un épouvantail. Écoutez, ça, on l'a dit, et même on m'a mis sur écoute en 1982, persuadé qu'à m'écouter, on découvrait des choses extraordinaires. On n'a rien découvert du tout, et on a dû mettre fin à l'écoute. Alors, j'aimerais savoir ce que vous évoque ce dessin, cette image. J'ai l'impression de peau, de fourrure. Oui, ça m'évoque de la fourrure. Non, c'est pas de la fourrure. Et il se passe quoi dans ce dessin? D'une part, ça m'évoque de la fourrure. D'autre part, ça me fait penser à des totems, à des signes antiques de civilisations différentes. Dans la vie privée, on dit que
comme certaines stars hollywoodiennes, lorsque vous êtes fatigué, après un grand procès, vous prenez un bain très mousseux, un bain chaud, un peu comme les personnages de Tennessee Williams. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Je ne vois pas du tout en quoi prendre un bain est une chose extraordinaire. J'en prends un tous les matins. Et j'avoue que c'est pour moi une grande volupté de prendre un bain, même pas chaud, mais brûlant, avec beaucoup de mousse et y rester très longtemps, parfois 3/4 d'heure. Est-ce là que vous preniez de grandes décisions autrefois? Je crois que c'est un des moments importants de ma journée où je ne sais pas si je prends de grandes décisions, mais dont je sors prêt à prendre de grandes décisions. Vous avez aussi une relation sensuelle avec les cigares. Oui, c'est vrai. J'ai une relation sensuelle avec les cigares. Mais est-ce qu'il n'y a pas une dérive depuis 10 ans, peut-être une légère dérive vers une forme de narcissisme? Est-ce que vous n'êtes pas tenté, malgré vous, par le fait d'être une vedette à tout prix, par le scandale, la provocation, la bêtise des autres, peu importe, mais est-ce que vous n'y trouvez pas un peu de satisfaction tout de même? Vous savez, il y a deux narcisses. Il y a le narcisse qui se regarde alors que la vie est intéressante ailleurs, et puis parfois le narcisse qui n'a pas de déplaisir à se regarder quand il voit les visages d'affreux autour de lui. Celui-là n'est pas vraiment narcisse. Il se regarde pour ne pas voir les autres. Mais est-ce que vous supporteriez d'être désormais une sorte d'abonné de la colère, comme un prophète d'Israël, qui, comme dans la Bible, finalement, crie dans le désert, parce que c'est ce qui leur arrivait. Alors, si aujourd'hui ça continue comme ça, est-ce que c'est un Nathanaël de l'an 2000 que vous allez être? D'abord, je ne pousse jamais de cris de colère, c'est ce qui énerve les autres. Je mets les autres en colère parfois, mais moi je ne suis jamais en colère. Ça, c'est la première chose. Donc, je n'ai rien d'un prophète d'Israël. Tout ceci en ayant à la fois pour les prophètes et Israël le plus grand respect, mais je ne suis pas un prophète d'Israël. Je suis un homme de la fin du XXe siècle, bien dans sa peau, menant une activité qui lui plaît et se moquant du reste. Et vous n'êtes absolument jamais découragé ni dans le doute? C'est exact, c'est peut-être une infirmité ou une monstruosité. Je n'ai jamais un sentiment d'échec. Découvrez le podcast Déraciner des ailes pour s'envoler, s'enraciner. Déraciner des ailes, le podcast, disponible sur toutes les plateformes.